Bonjour, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que, comme vous voyez, la courbe rouge là, c'est la courbe de l'euro-dollar. On a fait le point bas il y a 3 ans. C'est sur 36 mois en fait, sur 3 ans. On fait le point bas et en fait on s'est envolé depuis que Trump, grosso modo, a annoncé ses tarifs. Euh, le dollar a pris une claque de 15% environ, 14%. Voilà. Donc évidemment, si on éloigne un petit peu une perspective plus long terme, donc c'est pour ça que ce mouvement est comme tous les deux, depuis 10 ans en fait, tous les 2-3 ans, il y a un mouvement comme ça de hausse, on ne sait pas pourquoi dans le vide. Donc là, on a à nouveau nous mourir dans le vide sur juste des effets d'annonce et puis du bashing dollar. Mais ça suffit pour faire peur. On voit d'ailleurs que il y a 3 ans, c'est le point bas de nombreuses années en fait. Ça suffit pour faire peur. Et donc, j'ai osé dire sur mon Telegram que malgré cette baisse de l'euro, les épargnants étaient encore gagnants et que pour l'instant, en fait, on ne perdait pas malgré la baisse des 14%. Donc là, j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire. Donc on m'a expliqué que je ne savais pas compter et que je voulais pas avoir tort et que j'avais vraiment tort sur l'euro-dollar et que, grosso modo, j'étais un petit branleur qui ne prenait pas ses responsabilités. Donc on va prendre les responsabilités. On va regarder sur 3 ans cette belle hausse de l'euro sur 3 ans, 36 mois glissants. Ça tombe bien parce que c'est la période que j'utilise en permanence pour comparer les performances des stratégies. C'est une période que je fais très bien, les périodes de 36 mois glissants. Et puis on va regarder si c'est moi qui suis un brawler qui ne sait pas compter ou si alors il y a quelques soucis dans la tête de certains followers que j'ai, que j'invite d'ailleurs à se désabonner parce que j'ai pas envie d'avoir des followers de ce genre qui sont même pas foutus de faire 2-3 additions et soustractions. Anyway, donc j'ai préparé sur TradingView une petite liste avec, en plus j'ai pris les avis contradictoires, j'ai pris le BTC, j'ai également introduit l'or. J'ai pris en fait, pour moi, pour un épargnant français, il a le choix entre placer son argent en euros sur le CAC 40, il peut le placer sur le franc suisse avec le SMI, qui est l'indice de la bourse suisse, il peut le placer en yens avec le Nikkei, il peut le placer en dollars avec le Nasdaq. Donc j'ai pris tous ces actifs, plus l'or, plus le BTC. Ça va être difficile de m'accuser de faire de la manipulation sur ce coup-là. Donc si on se place sur 3 ans glissants, j'ai fait un beau petit tableau sur TradingView avec les performances sur 3 ans glissantes, que je peux lire d'ailleurs. Hein. Donc effectivement, l'euro-dollar a perdu moins 13,80. Le dollar contre franc suisse a perdu moins 18,50. Il a gagné 5,90 contre le yen. Le BTC Royal a fait quasi 400% de gain. L'or 81%. Le Nikkei 54,80. Le CAC 40 28,7. Le SMI 9,5. Le Nasdaq 95. Et le SP500, c'est juste, il ne devrait pas être là d'ailleurs celui-là. Le 62. Mais bon, donc déjà, comme vous le savez, il y a un débat en cours avec ma communauté. Il paraît que c'est un débat qui fâche et que en fait, je l'ai bien dans mon cul. Parce qu'en fait, quand le Nasdaq gagne 95% sur 3 ans et l'or 81%, et ben a priori, selon mes followers, j'ai totalement tort. Il valait mieux acheter l'or qui fait 81% plutôt que le Nasdaq qui gagne 95% sur 3 ans glissants. Sachant que ça fait combien? Ça fait 7 ou 8 ans que j'entretiens le débat et qu'à permanence, le Nasdaq est au-dessus. Il est encore au-dessus de l'or, mais c'est moi qui ai tort, et il vaut mieux acheter de l'or. Ça rime en plus. Donc je vois que certains ont vraiment du mal avec les maths pour évaluer la réalité. Donc le Nasdaq continue de créer plus de valeur que l'or, ce qui est normal. C'est l'un des 2 seuls endroits au monde où il y a de la création de valeur sur les indices boursiers, tout le reste est flat. Donc je sais pas, on ne fait pas la compétition avec le meilleur mondial. Pareil, néanmoins, pour ajouter au débat, l'or m'intéresse de plus en plus. Alors on me demande aussi, je vais faire un aparté sur l'or, j'ai préparé un truc. On me demande, ça c'est l'or sur 3 ans, et dessous, c'est le 36 semaines, donc 36 mois. Ah, il faut que je le mette sur. Je vais me mettre en monthly en fait pour avoir 36 mois glissant. Donc je calcule l'écart tout simplement entre le cours du jour et le cours d'il y a 36 mois en arrière, 3 ans. On me demande en fait
c'est du fait de la hausse. Il y a encore du potentiel. Alors moi, l'or m'intéresse de plus en plus. Est-ce qu'il y a du potentiel ou pas? Comment répondre à cette question? Déjà, on peut faire rapidement une comparaison sur l'histoire de l'or pour essayer d'évaluer si ce mouvement est anormal ou pas et s'il peut vaguement aller plus haut. Alors, il faut savoir aussi une chose importante. Le cours de l'or, pour certains, ils ne le savent pas, mais il a été bloqué, libéré en, je crois, ouais, après le crack de 29, et en 1933, Roosevelt a bloqué à nouveau. Ils ont saisi, ils ont obligé les Américains. Il faut savoir qu'ils ont dévalué le dollar, en fait, de moitié pendant, et puis après, ils ont obligé les Américains à leur vendre leur or physique. Donc une saisie qui a lieu également en Angleterre, en Australie, en France. Et après, pendant 35-40 ans, le cours a été bloqué à nouveau. Donc il n'était pas libre. Donc en 1971, quand ils ont annulé la parité or-dollar, les cours de l'or ont été libérés. Et donc ça a fait face à... Ça faisait 40 ans en fait que l'or, grosso modo, 38 ans que l'or ne cotait pas. Donc pour moi, la première vague de hausse, c'est juste un rattrapage. Et la baisse qui est là marque le début des vrais cours de l'or, une fois qu'elle a effacé les 30 ans de blocage politique. Voilà. Donc cette première vague, pour moi, elle n'est pas significative, parce que c'est une vague artificielle de compensation. Donc je vais l'enlever. Néanmoins, la deuxième, à partir de 1976, qui va aller jusqu'à 1980, ça c'est une vraie vague de hausse. Donc l'or a fait 400%, un peu moins, 400%. Aujourd'hui, sur 36 mois glissants. Hein. Aujourd'hui, on est à 80% sur 36 mois glissants. Excusez-moi. Je suis en monthly. On va reprendre le tableau en weekly, parce qu'on a le dernier cours. Weekly, on est à 81% en weekly sur les cours de vendredi soir dernier, sur 36 mois glissants. Sur 3 ans glissants, excusez-moi, c'est TradingView qui utilise les années. En weekly. 81%, donc on est extrêmement loin de la vraie première vague de hausse. Ensuite, on a une vague de hausse en 2008. Celle-là, elle a fait 120%. Donc il reste un gros tiers de hausse. On a une vague de hausse en 2011, ça fait un peu plus de 120%, 130% sur 3 ans glissants. Donc la petite vague en cours, il y aurait que les 2 tiers de fait par rapport, ou alors peut-être plus, si on a un crash du système monétaire. Donc le fait que c'est monté comme ça, c'est pas très dérangeant en fait. Si je le mets en, c'est du logarithmique, si je m'abuse, oui voilà, je l'ai mis en logarithmique, on voit que les mouvements de hausse qui ont eu lieu, les 2 premiers, sont assez inférieurs au mouvement qui est en cours. Donc même si c'est très impressionnant parce qu'on passe en valeur faciale, on gagne des milliers de dollars, mais en valeur relative, en pourcentage par rapport au passé, c'est pas très impressionnant. Voilà pour le débat sur l'or. Donc l'or m'intéresse tant que Jérôme Powell est à la tête de la Fed. Pour moi, il y a 2 factions sur cette terre, au minimum, qui s'affrontent. Il y a d'un côté les Chinois et de l'autre les Juifs associés à Trump. Et ces 2 factions se foutent sur la gueule. Et je pense que la BIS, qui chapeaute les 60 banques centrales, je pense qu'elle est du côté de la Chine et non pas du côté de Trump et des Juifs. Donc tant que Jérôme Powell est le digne représentant de la faction chinoise et des mystérieux personnes qui sont derrière, l'or pour moi en géopolitique, en plus avec le bordel guerrier qui n'arrange pas, qui introduit du chaos un peu partout sur Terre, Thaïlande contre Cambodge, Israël, Russie, Ukraine, Pakistan, Inde, bref, on a un bon petit paquet de merde d'escarmouches, avec quelques milliers de morts, dizaines de milliers. Donc tout ça, tant que Jérôme Powell est à la tête de la Fed, moi je suis favorable à l'or, même si c'est pas mon actif primaire qui m'intéresse. Néanmoins, je suis tellement... Il est vrai que dans le passé, je me moquais de ceux qui détenaient de l'or et que la performance de l'or, 80%, est honorable. Très très honorable. Je pense même que c'est la 3e période la plus favorable de l'or dans l'histoire sur 60 ans. Donc mes moqueries d'il y a quelques années n'étaient pas avisées, même si mes moqueries se faisaient en valeur relative par rapport au Nasdaq. Il est vrai que l'écart de performance en faveur du Nasdaq s'est réduit vis-à-vis de l'or et que donc l'or a un parcours honorable et donc mes moqueries n'étaient qu'à moitié fondées. Je
confesse, pas de problème. Mais enfin, pour l'instant, le Nasdaq continue de pédaler loin devant. Mais l'or m'intéresse et je vais l'introduire pour ma vente d'options et probablement que je vais partager ça avec les clients. Homme 2.0. Le Nasdaq, excusez-moi, le BTC, j'en parle pas parce que je suis incompétent. Pourquoi je suis incompétent? Alors, d'abord parce que je comprends pas quand il y a des news que ça fait décaler très fortement le BTC. Je comprends pas le pourquoi du comment, de machin. La logique m'échappe totalement. Deuxièmement, la forme de mathématiques qui est nécessaire d'employer pour faire du trading sur Nasdaq me dépasse totalement. Pour moi, le Nasdaq, c'est une espèce de mélange entre... Ouais, on a des accélérations, puis des longues stagnations, puis des accélérations. Il n'y a pas de fondamental derrière, donc ça bouge en fonction des rumeurs et puis des lubies. C'est des lubies, hein, c'est pas des... Et donc, c'est un mélange de forex et puis de matières premières, en fait, donc de mouvements paraboliques avec du mean réversion et de l'attente. Donc moi, je suis pas compétent pour gérer ce genre de format de cours. Voilà, je sais pas faire. Pas de problème, hein, ça me pose aucun problème à avouer. En revanche, il y a un truc qui est intéressant, c'est que depuis 2022, ça a démarré en 2021 en fait, mais non plus particulièrement depuis fin 2023, on a une corrélation très très forte entre le BTC et la World Money, la M2 World, exprimée en dollars. Donc on voit que d'une manière ou d'une autre, les deux actifs se rejoignent, si on peut parler que la World Money est un actif. Et alors si on se met depuis 2023, il est clair que la corrélation s'est vraiment très nettement renforcée. Donc actuellement, le BTC est assez en retard vis-à-vis de la World Money. Il devrait être à 123 000, 125 000. Il est à 109 000. Donc si vraiment je devais trader sur le BTC, j'utiliserais cet outil. Donc actuellement, je jouerais que les signaux acheteurs sur une stratégie, je sais pas, en heure par heure, que je n'ai pas, et que j'aurais probablement fondamentalement jamais. Là, j'ai juste mis 2 moyennes mobiles, hein, à la 200 heures. C'est un chart en heure par heure. Mais voilà, peut-être que je prendrai que les signaux d'achat sur la moyenne mobile à 200 heures, parce que il y a trop d'écart, il y a trop de retard actuellement entre le BTC et la World Money. Maintenant, c'est une corrélation qui était partiellement vraie dans le passé, qui est devenue pertinente depuis maintenant 1 an et demi, 18 mois. Ça peut s'arrêter, donc c'est très léger quand même comme modèle. Donc je touche pas au BTC parce que je ne sais pas faire, ça m'intéresse pas. Mais il a gagné quand même 400% sur la période des 36 mois glissants. Ça reste un truc de fou, les cryptos. J'ai pas besoin de vous l'expliquer, tout le monde le sait. Donc là, vous avez en fait tous les actifs. Ce qui se passe, c'est que, alors je sais que les pauvres adorent prendre les riches pour des cons. Ils adorent en fait, comment dire, comparer la valeur de deux monnaies nues. Donc, genre, j'ai 20 000 $, ou alors l'équivalent de 20 000 $ en francs suisses, ou en yens, ou en euros. Et voilà, je les laisse sur mon compte et j'en fais rien, et je me fais plomber par l'inflation, et puis je les utilise pas, j'attends que ça perde, en fait, grosso modo. Ça, c'est à peu près la vision que les pauvres ont vis-à-vis des riches, et quand ils font des raisonnements. C'est-à-dire que quand on compare deux devises nues, par exemple l'euro contre le dollar perdant 14% contre l'euro, et ben la personne qui manifestement devrait plutôt se taire va supputer que le mec a 20 000, 100 000, 500 000, 1 million, 10 millions, il va garder nu, et il va se dire « Oh là là, j'ai perdu 14%, oh là là, ça va pas bien ». Et là, il y a tout un tas de raisonnements qui se font. Il y a la même chose entre le dollar et l'or, bien sûr, c'est les mêmes raisonnements. Et donc, il y a tout un tas de raisonnements qui se font. Et « Oh là là, quelle perte, oh là là, l'or gagne, et machin, tout ça ». Bon, comme il y a personne qui fait ça dans la vraie vie, hein. Généralement, quand on a 20-25 000 $ mini, puis après ça peut monter à 10, 50, 100 millions, les gens prennent leur argent et vont se dire qu'est-ce que je vais foutre de mon argent, où est-ce que je vais le placer, je vais pas le garder parce que sinon je vais me le faire voler par le système. Mais c'est bizarre, cette manière de penser est complètement abstraite pour la majorité quand on voit les articles qui sont écrits, c'est complètement abstrait, c'est comme si en fait c'était un espèce de concours et puis en plus, je comprends toujours pas le parti pris contre le dollar, ça me dépasse aussi. Bashing dollar, c'est la fin du dollar, c'est les BRICS, les machins, les trucs. Je suis complètement dépassé par le raisonnement. Donc en tout cas, dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est qu'on fait généralement une devise. Donc par exemple, on détient du dollar, et ensuite on va placer rarement sur des comptes sur du 10 ans, parce que les obligations à 10 ans, il n'y a pas beaucoup de visibilité, mais au moins sur du 1 an ou 2 ans.
Donc quand on compare une devise, le minimum qu'on fait, c'est qu'on compare la valeur du 2 ans sur le yen, sur le franc suisse, sur l'euro et sur le dollar, et on regarde combien ça rapporte. Donc ce petit graphique-là, c'est juste ce qu'il fait. Et on a dit qu'on a étudié en fait combien aurait gagné au cours des 3 dernières années un mec qui aurait acheté le dollar et placé son argent à 2 ans, un mec qui aurait acheté de l'euro, placé son argent à 2 ans, un mec qui aurait acheté du franc suisse ou du yen, placé son argent à 2 ans. Voilà, c'est le job de ce chart, c'est juste un différentiel du rendement des 2 ans avec, en glissant sur 3 ans glissants de manière à avoir une valeur. Donc là, et les échelles sont en pourcentage à gauche et à droite, donc TradingView calcule tout simplement. Donc il y avait trois, j'ai préparé un tableau pour qu'on puisse se comprendre. Il y avait 3,17% d'écart, c'est-à-dire que quelqu'un qui a passé son argent à 2 ans glissant, donc sur 36 mois, contre le yen, il aurait gagné 3,17% par an, donc sur 36 mois ça fait 3 ans, donc on compile les intérêts, ça fait un écart positif pour le détenteur en dollars de 9,81. Pour l'euro c'était 2,62 d'écart à l'époque, donc ça fait 8,06 de gain en faveur du détenteur de dollars qui a placé sur du 2 ans. Et par rapport au franc suisse, évidemment, qui rapporte que dalle, il y a 3,38, donc ça fait 10,48 de gain. Voilà, donc dans ce tableau, je vous ai remis les écarts de devises que je viens de vous parler, c'est-à-dire moins 13,8 par rapport à l'euro, dollar-euro, moins 18,50 dollars franc suisse, et plus 5,89 dollars yen. Ensuite, je vous ai remis les 4 perfs des 4 indices, et donc ensuite j'ai calculé tout simplement le différentiel à 3 ans entre le Nasdaq et les 3 autres larrons. Donc il y a 66% d'écart en faveur de la détention du Nasdaq sur 3 ans, 85,98, donc quasiment 86% d'écart en faveur du Nasdaq concernant le SMI, et 40,73% en faveur du Nasdaq contre le Nikkei. Voilà. Donc une fois qu'on a ces chiffres-là, pour calculer, on fait tout simplement, j'ai fait 2 scénarios en plus, je suis sympathique. 3 en fait. Je me suis dit, il y a un mec, il y a 3 ans, il voit mes vidéos, et puis il se dit, je vais placer en dollars, et puis je vais se mettre all-in, je vais mettre 100% en obligataire. Donc qu'est-ce que ça aurait rapporté? Donc par rapport au yen, s'il a mis tout en dollars obligataires 2 ans, par rapport au yen, il aurait gagné 15,7%. Par rapport à l'euro, il aurait perdu 5,74%. Et par rapport au franc suisse, il aurait perdu 8%. Alors j'ai 2 choses à dire. Le premier, c'est que franc suisse, c'est la devise la plus forte et qu'elle continuera indéfiniment à s'apprécier contre toutes les autres devises. Ça, il n'y a pas à chier. Maintenant, le franc suisse, actuellement, pour pouvoir placer son argent, il faut payer de sa poche 0,07% par an. C'est-à-dire que non seulement on gagne 0, mais on doit payer pour détenir, un tout petit bout, mais on doit payer pour détenir du franc suisse. Le SMI est une poubelle, ça fait des années que j'en parle, donc là, sur 3 ans, il a gagné 9,5, c'est-à-dire qu'il a gagné 3% par an. Donc, si on compare le franc suisse avec le SMI contre le Nasdaq et le dollar, on obtient un différentiel en faveur du dollar et du Nasdaq de 67,5% environ. Donc l'option obligataire par rapport au franc suisse, est-ce que le franc suisse va encore prendre 18% de gain sur les 3 prochaines années? Je ne sais pas, mais est-ce que le dollar va dévaluer contre le franc suisse? C'est très probable. À cette vitesse-là, c'est moins probable. En revanche, l'euro. Le franc suisse, pour moi, c'est compliqué de l'exploiter. Ça serait fantastique s'il n'y avait pas une bourse avec 40 titres qui se battent en duel, parce que ça serait le meilleur endroit au monde où placer son argent. Malheureusement, on ne peut pas gérer le risque boursier et faire juste du franc suisse en spéculation brute, puisqu'il y a 0 rendement. Donc pour le coup, là où je me moquais tout à l'heure des différentiels de monnaie brute, il faut comparer. Le franc suisse aujourd'hui est virtuellement une monnaie brute contre un dollar qui rapporte, je ne sais plus, à 2 ans, c'est du 4,30. Donc actuellement, on a un écart qui a augmenté en fait. Le franc suisse, il est à moins 0,07. Donc l'écart, il y a 3 ans, la situation connaissait un franc suisse avec des rendements obligataires à 2 ans qui étaient positifs autour d'1%. Mais le franc suisse est tellement apprécié que la Banque centrale suisse a explosé ses taux pour essayer de limiter la casse en termes de surévaluation. Donc aujourd'hui,
on se retrouve avec 4,40 fois 3 ans pour les 3 ans à venir. Donc on va se retrouver avec du 12% ou 13% d'écart pyramidé. Est-ce que le franc suisse va se surévaluer par rapport au dollar de 13% en raison de 3 ans? Et la question qu'il faut se poser. C'est possible. C'est pas une grande probabilité, mais c'est pas une faible probabilité, mais c'est possible. Le cas de l'euro, par contre, c'est une blague. Là, on est à 5,74. Donc pour une baisse de 14%, une baisse en ligne droite sur quelques mois, suite à des bouleversements d'annonces et d'un président Trump qui est complètement chaotique. On va se demander s'il n'y a pas deux présidents Trump d'ailleurs. La probabilité que l'euro grimpe de 14% à horizon de 3 ans est extrêmement faible pour moi, vraiment extrêmement faible. Ça veut dire, et la probabilité qu'on se retrouve dessous, qu'on refasse 5% de baisse, ne serait-ce que d'ici la fin d'année, est assez forte. Donc le différentiel serait de 0. C'est comme ça que je l'analyse. Maintenant, si on analyse le CAC 40, sa performance en euros, pour un épargnant qui n'a pas voulu sortir de France, et un épargnant qui a pris des risques à 3 ans et qui a foutu son argent en dollars et qui a investi dans le Nasdaq, il y a 53% en sa faveur, la messe est dite. Sur le Nikkei, en réintégrant, il y a 5,90% de gains de change pour le détenteur en dollars, plus 40% de gains de différentiel entre le Nasdaq et le Nikkei, donc ça fait 46%. La messe est dite, sur 3 ans, ce sont des écarts de performance qui sont monstrueux. Donc quand on vient m'expliquer que, quand je viens expliquer aux gens qui sont en train de gagner qu'il n'y a pas moyen de chialer, parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a absolument aucune alerte nulle part, à part au franc suisse, mais je demande à voir, ce problème-là sera toujours sur la table, mais il peut se moduler tout simplement en faisant une stratégie 50-50. Alors, vous avez des stratégies 60-40 qui sont très connues sur les marchés. Vous n'avez qu'à taper dans Google si vous ne connaissez pas, 60% actions, 40% obligations. Pour faciliter, je fais du 50-50, c'est la même chose. Donc là, évidemment, 31, 23, 29, quelles que soient les situations, la personne qui s'est foutue en dollars et qui a acheté la moitié en obligue et la moitié en actions, et je ne sais pas combien j'ai de copains qui sont dans cette situation. C'est plutôt rare les gens qui mettent 100% en actions et 0% en obligations, mais le médian, c'est ça. Et donc là, moi je vois du vert ici, je vois du vert ici, je vois du rouge sur le franc suisse réel, et sur l'euro, il y a du rouge actuellement pour le 100% oblique 2 ans. Je pense que cette vidéo mériterait d'être faite tous les 3 à 6 mois. Ce truc-là, je demande à voir. Mais effectivement, sur du 100% obligataire, parce que je connais quasiment personne qui passe 100% de son argent juste en obligataire. Si, il y a Juju. Juju, il fait pas. Si, il a même Juju qui est super frileux, il a des actions. Je pense que les gens au minimum font du 80% obligataire et 20% actions. Donc, même si on faisait 20% actions et 80% obligataire, là, ça serait vert en faveur du dollar. Et donc, je vous invite à vous désabonner si ça vous plaît pas, parce que ça, c'est les chiffres de l'arité sur le dollar. Et donc, il y a des mecs qui sont en train de chialer alors qu'ils comprennent pas qu'ils sont en train de gagner. Donc, ce que je suppute, c'est qu'il y a pas mal de gens, en fait, qui spéculent sur la parité nue entre l'euro et le dollar, chose que j'ai absolument jamais recommandé. J'ai jamais personne qui spécule sur... Ah si, pour faire du trading, mais en investissement, jamais personne spécule nu sur deux devises. Donc il y a des personnes qui se sont amusées à faire ce jeu-là, ils l'ont pris dans la gueule, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas placé leur capital une fois qu'ils sont passés en dollars, et aujourd'hui, ils ont la perte de change sur l'euro, contre l'euro, et ils n'ont pas été compensés par les actifs en dollars. Et donc du coup, leur erreur devient mon incapacité à confirmer que je me suis trompé. Non les gars, c'est pas moi qui me suis trompé, c'est vous qui n'avez pas placé votre argent en zone dollar, parce qu'en zone dollar, c'est quasiment impossible de perdre. Du fait de la création de valeur. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a que 2 endroits où ça crée de la valeur, aux États-Unis et en Inde. Le reste de la terre entière, ça ne crée pas de valeur. Voilà. Et il y a une devise forte au monde, c'est le franc suisse. Malheureusement, il n'y a pas d'actifs pour en profiter. C'est aussi simple que ça, le game de la finance. Et tant que ça fait 7 ans maintenant que j'en parle, ou 8 ans, et tant que vous ne regarderez pas les choses en face, ça ne se passera pas très très bien, je pense, pour vos finances.